va faire le cours pour. C'est bon, c'est bon. Quelqu'un, hein? C'est bon. C'est bon? D'accord. Juste je retrouve le nom de la personne. Donc on va faire aujourd'hui le cours pour acheter des mains, le Johanna Sandy, Anna Bat Ravak, Alia Mouchka. Voilà. Allez, Mordechai. On passe au troisième cours. C'est quoi le sujet aujourd'hui? On continue. On continue les mélachot. Cours particulier aujourd'hui. Travaux. Voilà, pour l'instant. Alors, je vous souhaite un bon cours. Tov. Pendant ce temps-là, je vais rappeler le pote le rappel. Alors, quelle est la On continue. Il reste encore 3 mélachot pour terminer toutes les mélachot qui sont liées avec les pots. La troisième grande partie. Troisième partie, il y a 3, c'est formé en groupe les mélachot. Là, c'est tout ce qui est lié au pot. On a commencé avec tzad, chasser, après tuer, et dépecer, travailler la peau. Maintenant, il en reste 3. C'est quoi les 3 qui restent? Memachek. Memachek. Oui, effacé. Ah, c'est pas effacer, c'est mochek. Effacer, c'est mochek. Memachek, c'est rendre la peau lisse. Rendre, ça veut dire, on va expliquer. Rendre la peau bien nette, bien lisse. Une fois qu'on l'a travaillé, il reste encore plein de saleté sur la peau. Donc il faut bien poncer la peau, enlever toute la pellicule, toute la saleté qui est à la surface pour que ça rende bien net. Pour après que ça soit en plus utilisable. Après il y a messar-tête. Messar-tête, c'est faire tirer des traits sur la peau, on va dire comme du pré-découpage. Ouais. Ça veut dire on encadre bien l'endroit où on veut couper pour pouvoir par la suite couper. Ça s'appelle messar-tête. Sirtout. Sirtout, c'est des lignes. D'accord? Donc si on a une peau, la peau à l'état naturel, elle est un peu inégale sur les côtés. On veut que ça soit quelque chose de bien net sur le mishkan. Donc on fait des traits comme ça, tout le rectangle, d'accord? Un bon rectangle comme ça de peau selon les midot, selon les mesures. Et on prépare le pré-découpage en fait. C'est Ça. donc ce pré-découpage, on fait une marque sur la peau. On démarque sur la peau où est-ce qu'on va couper. Et après, mechater. Mechater, c'est couper. D'accord? Couper la peau selon les mesures qu'on va avoir besoin pour le mishkan. Une fois qu'on a travaillé la peau, on la nettoie, parce qu'on ne peut pas laver une peau. Donc comment on fait? On ponce la peau. On prend quelque chose, on vient, on frotte, jusqu'à ce que la peau devienne nette. Après, on met les messar-tête, et après, c'est le mechater, c'est on coupe. C'est les 3 dernières mélachot qui restent dans ce groupe-là. Ça fait en tout ce qu'on a étudié maintenant depuis le début des shiurim, ça fait 31 mélachot. 31. Mais on s'approche de la fin. Ah, il y en a 39. Il nous reste encore 8. 8 mélachot à étudier. D'accord, c'est le 3e grand groupe. Donc on y va, une nouvelle mélacha, memachek. Memachek. Définition de la mélacha de memachek, c'est rendre lisse la surface d'un élément en utilisant tous les moyens. Frotter, gratter, poncer. D'accord? Voilà, il y a des saletés sur la peau. Il y a une mélacha qui ressemble un peu à ça. Par exemple, sur la peau, il peut y avoir encore des poils de la bête sur la peau. Quelle est la mélacha? Si je tire les poils seulement, c'est quoi ton mélacha? Rappelle? Non? On retire le mauvais du bon. Non, tirer les poils. Arracher les poils de la peau. Il n'y a pas de mélange. Mauvais du bon, c'est quand il y a un mélange. Rappelle cette mélacha? Je crois que tout est là qu'on a fait cette mélacha. Gozez. Tondre. Tondre, oui. Ron? Gozez, c'était la première de tout le groupe d'avant, de toutes les mélachot d'avant qui étaient liées au tissage. Donc tondre. Tondre, on a dit que c'est pas seulement lorsque la peau elle est vivante. On avait parlé de la fourrure.
On a dit que si on a un manteau de fourrure, s'il y a des poils là-bas qui nous dérangent, il y a une saleté qu'on arrache des poils de la fourrure, c'est un interdit de la Torah. Vous voyez, gozez. Pourquoi? Parce que les poils dans la fourrure, elles sont encore attachées à la peau. Et puisque quand c'est encore attaché à la peau, ça vit, c'est sa source de vie là-bas. Et quand on arrache, on détache de sa source de vie, c'est melechet de gozez. C'est comme tondre le mouton. C'est comme couper les cheveux. Là, la fois qu'on a vu avec les cheveux, avec les ongles, avec la peau. D'accord? Ouais. Seulement là, hein, qu'est-ce qu'on fait? On ne prend pas des poils et on arrache. On est en train de poncer toute la pellicule de la peau. On la rend lisse, on la rend nette, on la rend claire, nette, parce que pour pouvoir après la teindre, pour la colorer, et pour pouvoir après la mettre sur le Mishkan, il faut que ce soit une belle peau, pas une peau avec des saletés. Il faut que ce soit nette, lisse. D'accord? Comme le clav du Sefer Torah un peu. C'est Menachot, ça nous fait rappeler. Le clav du Sefer Torah, c'est une peau de vache. Comment on obtient un clav de Sefer Torah net comme ça? Il faut pas seulement travailler la peau. Après ça, il faut bien rendre toute la peau complètement bien lisse, nettoyée, nickel. Ça c'est Memachek. Memachek, c'est si ça égalise. D'accord? Si des fois la peau elle monte, elle descend, s'il y a des saletés, ça rend la peau nette et lisse. Et aussi dans le clav du Sefer Torah, on fait des lignes. D'accord? Sur le clav lui-même, il y a plein de lignes. On fait avec un ustensile spécial, on marque des lignes. Pourquoi ils sont faits ces lignes là-bas? C'est pas pour couper. Ces lignes, elles sont faites pour le sofer, pour qu'il puisse écrire bien droit. C'est une halakha dans le Sefer Torah. Ça, c'est les sartètes. D'accord? Faire des lignes pour écrire ou faire des lignes pour découper le clav, c'est pareil, c'est le même but. Là, c'est faire des lignes pour découper, et là, c'est faire des lignes pour écrire. D'accord? Donc la même chose qu'il y a dans un clav de Sefer Torah, qu'on a pris une peau à l'état naturel, on a bien travaillé pour que ce soit net pour écrire. Pareil, pour que ce soit beau pour le Mishkan et pour que ça se colore bien, il faut bien rendre la peau lisse. Donc ça c'est une mélacha. Enlever les poils, c'est gozez. Rendre bien nettoyer, comme je savais, roncer la peau, c'est melechet memachek. D'accord? Exemple classique. Quelqu'un qui prend un papier de verre, on va dire il a une table, il a fabriqué une table, mais elle n'est pas encore bien neuve comme ça, elle n'est pas encore bien lisse. Il prend un papier de verre, il frotte. En prenant un papier de verre et frotter, ça rend nette la surface. C'est memachek. Il y a bien une sciure qui sort, il y a bien une poussière qui sort. Cette poussière d'où elle vient? C'est tout ce qui était pas égal, c'est toutes les saletés qu'il y avait au-dessus, c'est tout ce qui était pas net. En frottant, on obtient quelque chose de clair. Ça, c'est l'interdit de Memachek de la Torah. Maintenant, on va voir des exemples classiques dans Shabbat où c'est qu'on rencontre cette mélacha de Memachek. Alors, un exemple qu'on a déjà vu, on a déjà parlé de ça une fois, c'est le cirage. Cirer les chaussures. Alors, je ne parle pas d'un cirage liquide. Cirage qu'on achète comme ça, la mousse et liquide. Je parle du vrai cirage. Les boîtes à cirage, les vrais cirages noirs. Lorsque je mets le cirage, qu'est-ce qui se passe? Le cirage, il est dur. Donc je l'étale. Hein? Donc Tu vas étaler le cirage sur la chaussure. Je l'étale. Donc c'était un bloc. Et ce bloc, qu'est-ce que je fais? Je l'étale. Donc étaler, c'est la mélacha de Memachek. Comment ça ressemble? Memachek, c'est prendre une peau et la rendre lisse. Maintenant c'est pareil si je prends un bloc et si je commence à l'étaler. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on étale? La nature du bloc que j'ai pris va devenir beaucoup plus fin. Il va être Memachek. Je le prends et j'appuie dessus. Donc c'est différent un peu de la peau qui était sale et que maintenant ça devient lisse. Mais c'est exactement pareil, je suis machlik. Machlik, ça veut dire que je prends quelque chose de dur et j'appuie dessus, la surface elle devient très très lisse et très fine. Plus j'étale, plus ça devient fin. Donc ce changement d'état qu'il y a entre un bloc dur que j'étale, en étalant et en appuyant dessus, ça rend lisse et ça rend très très fin et ça change d'aspect. Ça c'est la mélacha de Memachek.
D'accord? Pareil, rouge à lèvres. Ouais. C'est un tube, et ce tube-là, il était dur, et je l'ai étalé. Qu'est-ce qui se passe quand j'étale une matière qui est très dure? C'est comme je rends lisse. En hébreu, ça s'appelle memareach. Memareach, c'est étaler. Mais étaler une substance qui est dure, et là, ça la rend plus lisse. Ça la rend beaucoup plus fine. Plus j'étale, plus ça va être fin. Qu'est-ce qui s'est passé le rouge à lèvres? Il était en bloc, et maintenant il est étalé sur les lèvres. Donc là, il y a une couche de rouge à lèvres. La couche qui est étalée sur les lèvres, ça n'a rien à voir dans sa matière maintenant, dans son apparence, comme il était dans le tube. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est beaucoup plus lisse, beaucoup plus fin, beaucoup plus luisant, beaucoup plus... Ça, c'est le même effet. J'ai changé d'aspect. C'est comme prendre une peau et la tanner, la poncer, pas la tanner, la poncer, bien la frotter, jusqu'à ce que je obtienne un aspect luisant et net. Donc, dans le rouge à lèvres, il y a aussi un autre problème, c'est sauver coloré. C'est pas un interdit de la Torah parce que c'est sur le corps. On a dit que sur le corps, c'est pas l'interdit de la Torah, c'est l'interdit de la Rabbanan. Mais il y a un autre mélacha de la Torah qui rentre en jeu ici, c'est les maréach. Si c'est des maquillages qui sont des poudres, des choses comme ça qu'on n'est pas obligé d'étaler, alors il n'y a que l'interdit de sauver des Rabbanan. On a vu des cas de figure où c'est permis. Si jamais on met une poudre sans fond de teint quand ça ne tient pas, on a étudié les terribles. Parce que c'est des Rabbanan, donc quand ça ne tient pas et c'est des Rabbanan, c'est permis. Mais lorsqu'on étale, tous les maquillages qui sont faits à base de choses dures qu'on étale, donc il peut y avoir des maquillages comme ça, qui sont durs, pas que j'étale, que j'ai besoin d'étaler. Ça, le make-up par exemple, c'est quelque chose qui est dur, d'accord, c'est pas forcément une poudre. Tous les maquillages qui sont durs et que je suis obligé d'étaler, c'est une mélacha de memareach. Le cirage, c'est l'interdit de la Torah, c'est de sauver Agamour. Donc il y a deux interdits de la Torah dans le vrai cirage. Premier interdit, colorer les chaussures. Deuxième interdit, memareach. D'accord? C'est que j'étale le cirage. Deuxième chose encore, Matsoui, c'est de donner à des enfants jouer de la pâte à modeler Shabbat. La pâte à modeler. C'est pareil. Prendre la pâte à modeler quand on l'achète, elle est en cube comme ça. Elle est dure. C'est des blocs. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on joue la pâte à modeler? On prend ce cube-là et on travaille. Une fois que je l'ai travaillé, il est beaucoup plus fin et beaucoup plus lisse. Donc j'ai changé l'aspect de la pâte à modeler à l'état naturel, à l'état qu'on l'achetait. Donc, c'est un interdit de la Torah. D'accord? Travailler, ça peut être même quelqu'un qui s'amuse avec une matière comme ça qui est dure et qui prend entre ses doigts et il appuie. Le fait d'appuyer, le fait de faire toute action sur cette pâte-là qui est dure, ça va le changer d'aspect, ça va le rendre plus brillant, ça va le rendre plus lisse, plus fin. C'est interdit par la Torah. Hein? C'est comme la cire de la boutade. Exactement. Quelqu'un qui mange de la boutade Shabbat, d'accord, c'est bon, il mange une bonne boutade. Mais après, il commence à s'amuser avec la cire, à faire des boules comme ça, appuyer. Il s'ennuie à table. Ouais, il y a la dracha du Rav qui est trop long, il prend la cire de la boutade, il commence à appuyer. Et jusqu'à ce que ça fait il la transforme. Il joue à la pâte à modeler avec la cire de la boutade. C'est l'interdit de la Torah. C'est Memarek. Vous voyez la différence qu'il y a entre la cire à l'état naturel et la cire quand c'est travaillé. Pareil, pâte à modeler lorsque c'est acheté en cube, pâte à modeler une fois qu'elle a été travaillée. C'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus fin, ça a changé d'aspect. L'aspect extérieur il est beaucoup plus luisant et fin. C'est interdit par la Torah. Même des enfants qui jouent à la pâte à modeler, on n'a pas le droit de le laisser. Quelque chose qui est interdit par la Torah, on n'a pas le droit. Un enfant, même un enfant de 1 mois. Il n'y a pas d'âge. Il y en a beaucoup qui se trompent. Il y en a qui ont dit la lumière, ils disent on va mettre l'enfant devant l'interrupteur, il va nous allumer. Ouais. Aucune différence. D'où on sait ça? Dans la Shabbat, c'est spécial. Dans toutes les mitzvot, les autres mitzvot, Chachamim, ils ont dit qu'on doit éduquer les enfants de faire les mitzvot. Mais Shabbat, dans la Aseret HaDivrot, c'est marqué, tu dois garder le Shabbat,
toi, tes enfants, toi, ton fils, ta fille, ton âne, ton short, et tout, ton évêque. Alors qu'est-ce qu'on a besoin de dire toi et tes enfants de si c'est interdit, jamais la Torah elle parle, elle s'adresse directement et les enfants aussi. De là on apprend que si un enfant il fait un interdit de la Torah, le père il est obligé de l'interdire. Melechet Shabbat, le Shabbat. On n'a pas le droit de laisser un enfant faire un interdit de la Torah pendant le Shabbat. Interdit de la Torah, de Rabbanan. D'accord? Il n'y a aucune différence entre un petit enfant même de 1 mois, si c'est pas l'âge de Chino. Rien à voir. Dans ce qui est interdit de Melachot de Shabbat, c'est exactement pareil. Donc si on voit ces enfants jouer à la pâte à modeler, on dit ça, on ne touche pas. Il n'y a pas de. C'est un Melachah de la Torah. Prendre la pâte à modeler, de l'étaler, c'est un Melachah de la Torah. C'est même un marek. Donc, la cire, pareil, la cire on a parlé de la boutargue, toutes les bougies qui sont faites en sha'ava. En sha'ava, c'est de la cire, d'accord, c'est un interdit aussi pareil de la Torah. Alors, Chachamim, ils ont fait une xéra. Si par exemple, il y a un tonneau et on veut boucher le trou avec un morceau de cire dur, Chachamim ont interdit. Ouais. Pourquoi Chachamim ont interdit? De peur que si jamais le trou il ne va pas être assez, il va rester encore un peu, qu'est-ce qu'on risque de faire? D'appuyer sur la cire. Et si j'appuie sur la cire, je l'étale. Et c'est un interdit de la Torah. Donc Chachamim ont interdit de boucher quelque chose avec la cire. À l'époque de la Gemara c'était plus matsouille. Aujourd'hui on peut trouver ça avec toutes sortes de pâtes, pâtes anglaises, toutes sortes de choses comme ça. Des matières, des choses qui sont dures. De peur qu'on étale. Et si on étale, c'est un interdit de la Torah. Donc on n'a pas le droit d'utiliser même la cire pour toute utilisation. Parce qu'on est très vite amené, on veut boucher. On a dit, ah là il y a encore un petit endroit qui n'est pas bouché. Donc bien on appuie. Dès que j'appuie sur la cire, dès que j'appuie sur cette matière-là, ça va le transformer, ça va l'étaler, et c'est un interdit de la Torah. Donc ça c'est une xéra de Chachamim. Encore un autre cas qui est matsouille. Les bougies des fois. On veut allumer les bougies et on veut que la base elle tient bien. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On verse la cire chaude sur le feu, sur la flamme. On prend le bas de la lumière sur la cire. Oui. Ouais, on met sur la flamme et après que ça devient plus liquide comme ça et on peut bien appuyer, ça tient bien. Voilà. Ça, hein, on va dire Shabbat, c'est pas matsouille parce qu'on ne peut pas toucher une bougie pendant Shabbat. Mais par exemple, Yom Tov, on a le droit de toucher et d'allumer une bougie Yom Tov. D'accord? Donc des fois, on allume la bougie. Si je pose la bougie, elle va tomber. Donc, si je fais comme ça, je mets en haut, je fais chauffer un peu la bougie. Après, je pose. D'accord? C'est Memareach. Qu'est-ce qui se passe? Pas? Non, ça s'ouvre Yom Tov. On n'a pas le droit de ça? Non, on a le droit d'allumer la bougie. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Allumer, on a le droit pendant Yom Tov à partir d'une flamme existante. Oui. Mais de faire ce système-là pour que ça tienne, de faire chauffer un peu la cire et après d'appuyer comme ça, pour qu'au moment où j'appuie et je la fais bien tenir, je suis mémaréach la cire qui se trouve en bas. Oui, il faut la déposer sur un chandelier, c'est tout. Voilà, il faut poser. Mais ça, on est amené, en général, quand on allume des nérotes comme ça avec des bougies à cire, on est toujours amené à faire comme ça pour que ça tient bien. Donc ça, il faut savoir, c'est un interdit de la Torah de Mémaréach. Il n'y a pas de différence Shabbat et Yom Tov là-dessus. Shabbat et Yom Tov, c'est qu'il y a quelques mélachot qui sont liés directement au Ochel Nefesh, au manger, ou bien au feu, des choses portées, d'accord? Ça, c'est Shayach à Yom Tov. Il y a quelques mélachot précises qui ont été permis à Yom Tov. Mais tout ce qui n'a rien à voir avec Ochel Nefesh, comme allumer une bougie, comme ça, les mélachot qui sont autour, c'est exactement pareil Shabbat et Yom Tov. Donc, on ne peut pas faire ce système-là pendant Yom Tov, c'est Mémaréach sur la bougie. Aiguiser des couteaux, pareil. Qu'est-ce qui se passe quand on aiguise? En aiguisant, on rend la lame, on change l'état un peu de la lame du couteau. Elle devient plus lisse, elle devient plus fine, elle devient plus. Et ça tranche mieux. Pourquoi ça tranche mieux? Parce qu'on a en frottant, ça a changé un petit peu l'aspect de la lame du couteau. Donc ça aussi, c'est un interdit de la Torah de Mémachek. D'accord? C'est pas forcément sur des matières
Ce qu'on a parlé de la pâte à modeler, la cire, tout ça c'est des matières qui sont. Mais la peau c'est quelque chose de très dur. Puisqu'on a changé d'aspect, ça change, ça devient plus lisse, ça devient plus fin, ça interdit la Torah. Un autre cas de figure, il y a par exemple des chaussures qui sont salies. Et je veux enlever la saleté avec un couteau qui est tranchant. D'accord, je prends une lame comme ça de couteau et j'enlève la saleté. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas seulement la saleté qui va partir, c'est ça une chaussure qui est un peu vieille. Il n'y a pas seulement la saleté qui va partir, ça va aussi... Hein? La peau aussi. Voilà, il va y avoir un peu la surface de la chaussure qui va un petit peu frotter, qui va s'effriter, ça aussi c'est interdit de la Torah. D'accord? On veut enlever une saleté d'une chaussure, c'est permis Shabbat. Mais si j'utilise un couteau qui est tranchant, la Gemara a dit que si c'est un habit qui est un peu usé, neuf, c'est pas tellement là-dessus. Quand c'est neuf, c'est encore dur, c'est encore bien. Mais quand c'est bien usé, il n'y a pas seulement la saleté qui va partir, il y a aussi une partie de la chaussure qui va plus se raffiner, plus s'égaliser, ça va devenir plus fin. Donc ça interdit la Torah d'utiliser une lame pour frotter une saleté qu'il y a sur une chaussure. Maintenant là-dessus, il y a des fois, surtout dans les maisons en Europe, il y a des fois des barzélim comme ça, des fers à l'entrée pour enlever la boue sur les chaussures. À Paris, il doit y avoir beaucoup de trucs comme ça. Les paillassons. À côté du paillasson, il y a un genre de... Ouais, des trucs en fer, ouais. Voilà, des trucs en fer. Alors ça, c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est pas tranchant. C'est quelque chose qui est fait juste pour... Même si là on met une chaussure qui est usée, jamais ça va effriter la chaussure elle-même. C'est large, c'est pas tranchant, c'est fait juste pour enlever la saleté. Donc ça, il n'y a pas de problème de prendre la chaussure et d'enlever les saletés sur ce truc en fer là. Ça ne va pas avoir d'effet sur la chaussure elle-même. Ça va juste enlever la saleté. Enlever une saleté, c'est permis. Le problème, c'est d'utiliser quelque chose de tranchant. Quand j'utilise quelque chose de tranchant, alors là, ça va aussi rendre bien un peu ça va un petit peu retaper la chaussure. Même à peine, même si c'est une petite surface, une petite pellicule, ça s'appelle déjà memachek. Voilà. Ça, c'est en gros... Ah, il y a encore un autre écoute. La boule de fer pour faire la vaisselle. Ça aussi, on n'a pas le droit d'utiliser Shabbat. Pourquoi? Alors, je ne parle pas maintenant de tout ce qu'on a étudié avec faire la vaisselle, presser, essorer. Je ne rentre pas là-dedans. Et surtout dans les boules en fer, je ne sais pas si ça essore vraiment. Si c'est une boule, il n'y a que du fer, on ne sait pas, ça ne s'essore pas. C'est surtout quelque chose qui est d'habit qui s'essore. Mais il y a un autre problème avec le fer. Il arrache toutes les saletés. Hein? Il arrache toutes les saletés qui sont dans la cocotte. Si c'est les saletés, ça va encore. Il n'y a pas de problème d'enlever une saleté. Le problème, c'est que si c'est une marmite en fer et qu'on frotte, et quand on observe bien, lorsqu'on fait la vaisselle, il y a aussi des petites particules de fer qui sortent. Ouais, j'ai raison ou pas? Tout à fait. Il y a des petites particules de fer, des poussières de fer comme ça qui sortent parce que j'ai frotté sur le métal. Donc maintenant, ces particules de fer là, c'est pas seulement la saleté. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? J'ai frotté le fer. Donc j'ai été memachek le métal de ma casserole ou de mes fourchettes ou de tout ce que je suis en train de frotter. Pourquoi on fait une boule de fer? Pourquoi on ne ferait pas un petit torchon ou une petite éponge? Cette boule de fer, elle est faite pas seulement, c'est vrai, ça va être plus pratique pour sur les saletés, mais avec la saleté, il y a aussi une poussière de fer qui sort. J'ai pas vérifié ça sur tous les animaux, mais apparemment c'est comme ça. Il y a une petite poussière de fer qui sort. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a enlevé la saleté d'une part, mais il y a aussi être memachek les marmites. Ça devient plus luisant, ça devient plus net parce qu'on a aussi enlevé une petite particule. Et dans cette mélacha, ça suffit même un petit peu de changer l'aspect, que ça devient plus lisse, plus fin, plus nickel. C'est interdit par la Torah de memachek. D'accord? Donc faire la vaisselle avec cette boule de fer là sur des habits, sur des ustensiles qui vont avoir un effet avec cette boule de fer là, ça interdit la Torah de memachek. D'accord? Si c'est une éponge, il y aura un autre problème d'essorer. Donc on a dit comment on faisait.
On a dit il y a des éponges spéciales Shabbat qui sont, où il y a des espaces comme ça à l'intérieur de l'éponge, sans éponge, en plastique dur, pas en fer. D'accord, ou bien comme par exemple des sachets de pommes de terre. Vous voyez les sachets où on met les pommes de terre, le plastique comme ça qui est autour. Tout ce qui est fait en cette matière à peu près. Il y a des boules comme ça, des boules d'éponges de vaisselle comme ça, qui sont fait espacer. Ni on essore, ni ça frotte les ustensiles. D'accord? Maintenant, il y a encore plusieurs cas de figure qui font voir. Il y a encore beaucoup de choses les maasés dans cette mélacha, mais ça j'ai pas encore bien capté encore tous les détails. Donc j'ai pas envie d'enseigner. Bezrat Hashem la semaine prochaine, on va parler de ça. C'est tout ce qui est lié aux pommades. Tout ce qui est pommade, crème, savon, dentifrice, tout ça, tout ce qui est lié à ces choses-là. Est-ce qu'il y a la mélacha de memachek là-dessus? Parce que lorsque je vais étaler, pareil, c'est quelque chose qui est compact que je vais étaler. Est-ce qu'il y a l'interdit, d'accord? Comment entrer dans ça? Comment utiliser une pommade Shabbat? Comment utiliser un savon, dentifrice, tout ce qui est cachou à ça. Ça, on va laisser ça pour la semaine prochaine. Pour l'instant, on a parlé des choses qui sont clali. On a parlé de la cire, d'accord? Du cirage, du rouge à lèvres, pâte à modeler, la boule de fer, aiguiser les couteaux. D'accord? Tout ça, c'est des cas qui sont pratiques et qui rentrent directement, ni des rabbana ni moutar, interdit directement par la Torah. D'accord? Maintenant, encore un dernier point, toujours qu'on arrive toujours à ce point-là quand on a étudié Melachot, c'est est-ce qu'il y a Memareach dans les aliments? Est-ce qu'il y a Memachek dans les aliments? Comment dans les aliments? Est-ce que j'ai le droit de faire de la purée Shabbat? J'ai des pommes de terre, d'accord, cuits, et je les écrase. Donc en écrasant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étalé les pommes de terre. On a étalé, on a transformé la matière. Voilà, on a transformé de pommes de terre en purée. Purée. Est-ce On n'a que pas le droit avec la main gauche? non, c'est permis ou c'est pas ou pas? Je sais pas, moi je pense que c'est permis pour manger. Ah là, la chaélek c'est permis. C'est permis, surtout pour un bébé ou personne âgée, quoi. Non, pour tout le monde. Tout le monde. Pourquoi? Bah oui, avant dans la pomme de terre, on l'écrase. Ouais, non, moi je parle de quelqu'un maintenant, ouais, quelqu'un qui veut, moi j'écrase. Qu'est-ce qui se passe quand j'écrase la pomme de terre? Apparemment, quand j'écrase la pomme de terre, je suis mémaréach, j'étale. Quelle différence entre une pâte à modeler qui est dure, que je l'étale, que c'est interdit par la Torah? Pourquoi la pomme de terre, que je la prends, elle est dure, elle est compacte, c'est vrai qu'elle est cuite, elle est molle, mais en tout cas c'est un bloc. Et quand j'étale la purée, elle est complètement étalée, elle est beaucoup plus lisse, beaucoup plus fine. Pourquoi ça c'est moutard? Pour manger. Pour manger. Manger, ça suffit pas encore, que c'est pas encore une raison de permettre. Parce que pour manger, j'ai pas le droit de cuire. Non, mais les cuites, la pomme de terre. Ouais. Non, mais manger, c'est pas une raison de permettre. C'est parce qu'on s'alimente de suite. Et même dans la pâte à modeler, je joue tout de suite avec la pâte à modeler que j'ai tout de suite, ça ne permet pas ici. L'action que je suis en train de faire ici, c'est une action que je suis en train d'étaler. Même si c'est tout de suite. Alors l'explication, elle est comme ça. L'explication pourquoi c'est moutard, il y a un clal qui dit que en memareach ba'ochali. Pourquoi? Quelle est, si on réfléchit, l'action de memareach? C'est quoi? On va prendre l'exemple classique du Mishkan. J'ai une peau, la pellicule de la peau, elle est très sale, il y a plein de saletés, c'est inégal et tout. Donc maintenant, je ne peux pas l'utiliser, je ne peux pas commencer à prendre cette peau qui est sale et la tremper directement dans la couleur. Pareil, j'ai un Sefer Torah, j'ai fait d'une peau de bête. Si je ne rends pas lisse ce Sefer Torah, je ne pourrais pas écrire dessus. Donc c'est une étape qui est importante et qui va rendre apte à quelque chose de nouveau que je ne pouvais pas faire avant. C'est ça toutes les mélachot. Faites attention, regardez, dans les mélachot, chaque étape, elle est indispensable. Ça veut dire que je ne peux pas travailler la peau si je ne l'ai pas dépecée. Je ne peux pas dépecer la peau si je n'ai pas tué le cerf. Je ne peux pas tuer le cerf si je ne l'ai pas chassé. Chaque étape, je ne peux pas faire si je ne fais pas cette étape-là. Donc c'est khashou, c'est important.
Donc pareil, rendre la peau lisse, c'est quelque chose de khashou. Le cirage, quand il est dans sa boîte, il n'est pas comme sur la chaussure, c'est quelque chose de nouveau qui arrive ici. Tandis que dans le manger, même si c'est vrai que je veux de la purée, mais avant la purée, la pomme de terre, elle est mangeable. Donc puisqu'elle est mangeable, le fait d'étaler la pomme de terre, c'est pas une étape qui va la rendre apte, qui n'était pas apte avant. Vous comprenez? Dans le manger, il n'y a pas de différence si c'est étalé ou pas étalé. C'est mangeable avant. C'est pas comme quelque chose qui est cru, cuit. Vous voyez? Cru et cuit, c'est une étape. C'est khashou. Je ne peux pas manger quelque chose qui est cru. J'ai un poulet qui est cru, impossible de manger. Tandis que là, c'est une apparence, c'est juste une apparence. Donc, l'action que j'ai fait de rendre lisse la pomme de terre, c'est pas que la pomme de terre, elle avait un problème et que maintenant je la rends lisse, qu'il n'y a plus de problème. C'est une autre manière de manger la pomme de terre. C'est pas une étape khashouva. Donc, c'est pas une melacha. Ça, c'est la logique. Maintenant, peut-être. Pardon, excusez-moi. Ouais. Pardon, Rav. Donc, on peut éplucher la pomme de terre. Alors, éplucher les pommes de terre, on rentre dans un autre problème là. Non, cuite, je veux dire, enlever la peau. La peau, on peut l'enlever. Mais là, par contre. Non, mais c'est moutard. C'est moutard d'enlever la peau d'une pomme de terre qui est cuite, ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Pourquoi c'est permis? C'est permis, mais il faut une condition. Quelle est la condition? De manger tout de suite. De manger tout de suite. Pourquoi? Parce que là, on rentre dans une étape. C'est quoi l'étape qu'il y a? C'est borer. C'est quoi borer? Les pluchures de la pomme de terre, c'est obsolète. On ne mange pas. Et la pomme de terre, elle est mangeable. Donc j'ai un mélange ici de mauvais et de bon. D'accord. Donc là, oui, là c'est une étape importante. Éplucher, c'est une étape importante. Et donc, puisqu'on ne peut pas enlever ici le bon du mauvais, je ne peux pas enlever la pomme de terre de la peau. Je suis obligé d'éplucher. Donc ça devient une manière, il faut que ce soit samouk la khila. On a dit dans la demi-heure, ou si c'est dans la Séouda, on peut encore plus longtemps, toutes les règles qu'on a vues dans Melechet Borer. Mais là, écraser une pomme de terre, ça ne s'appelle pas, c'est loin de l'action de travailler une peau, travailler une matière. Maintenant, pourquoi on ne dirait pas que ça ressemble? Comme on a vu la semaine dernière dans Mère Abed. Vous voyez la différence qu'il y a? Lorsque je fais des variantes, la variante, elle va changer. Il y a un changement d'état ici. Ça n'a rien à voir un concombre qui est naturel, frais, et un concombre qui est resté comme ça plusieurs jours dans du vinaigre et du sel. Donc là, il y a eu un changement. Là, ça ressemble. Vous voyez? Même si c'est un aliment, ça ressemble, Chachamim ont interdit. Mais là, prendre une purée et l'écraser, c'est très loin de prendre une peau et de commencer à la poncer. On est loin. Ça ne ressemble pas. D'accord? Donc, puisque ça ne ressemble pas d'une part, et deuxièmement, puisqu'elle était aussi mangeable même avant, donc ça devient complètement moutard. Il y en a qui sont mahmir. Il y a quelques postes qui me disent c'est bien d'être mahmir. Donc, ceux qui veulent être mahmir, il y a une grande différence entre assour et mahmir. Très très grande différence. Il ne faut pas confondre les khumrot avec les isurim. Moutard, c'est moutard comme on a expliqué. C'est loin. Seulement, c'est bien d'être mahmir. Ceux qui veulent être mahmir ne peuvent pas faire de la purée avant Shabbat, ils ne pas avant Shabbat. D'accord? C'est khumra. C'est pas une halakha, c'est une khumra. Maintenant, si quelqu'un il prend par exemple il veut prendre un morceau de pain et il veut étaler du chocolat comme ça dur, ouais, pas le Nutella il est déjà très chocolat israélien qui est un peu plus dur, qu'il faut étaler. D'accord? Là même khumra il n'y a pas. Pourquoi? Même celui qui veut être mahmir, il n'y a aucun lien d'être mahmir ici. Il veut étaler de la confiture sur sa tartine, il veut. Quelle est la différence? Parce que là, lorsque j'étale le chocolat ou le beurre ou les choses comme ça, j'étale pas pour obtenir une nouvelle forme. J'étale parce que c'est pratique. On étale pour étaler, pour pouvoir manger, pour que ça s'étale sur toute la tartine. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence entre pomme de terre purée et étaler du beurre sur une tartine? Il n'y a pas de différence. C'est une différence. Quelqu'un qui veut étaler une pomme de terre et qui fait de la purée, toute son intention, elle est d'étaler. Ça veut dire, son intention, elle est de changer l'aspect de la pomme de terre. Tandis que quelqu'un qui met du beurre sur sa tartine, son intention, c'est pas de changer l'aspect du beurre. Son intention, c'est que le beurre, il s'étale sur toute la tartine. Vous voyez la différence?
Non? Oui. Oui, oui, oui. Il y a une grande différence dans la kavana. Quelqu'un qui fait de la purée, il veut que la pomme de terre s'étale et qu'il ait un autre aspect, une autre forme. Mais quelqu'un qui étale du chocolat ou qui étale du beurre sur une tartine, il n'a pas un intérêt que le beurre, au lieu qu'il soit dur, il soit mou. C'est pas ça son intérêt. Son intérêt, c'est que ce beurre, il soit étalé sur la tartine. Donc la même khumra, il n'y a pas avec là. Parce que Bichla, son intention, c'est pas d'étaler, de rendre le beurre lisse ou tout comme ça. C'est juste d'étaler, technique. La purée, c'est un peu différent. Parce que mon intention, elle est de changer l'aspect de la pomme de terre. Maintenant, la halacha, c'est moutar gamo, comme on a expliqué. Mais celui qui veut être mahmir, il peut être mahmir. Alors celui qui veut être mahmir, il ne s'en mahmir que dans le cas qui ressemble à transformer une pomme de terre en purée. Mais pas dans étaler une marmite ou étaler quelque chose comme ça. Vous voyez ou pas? Vous comprenez? Le houmous, par exemple, chez les Israéliens. Il y en a qui aiment bien prendre dans les misados comme ça, ils aiment bien d'étaler le houmous sur l'assiette pour que ce soit un bel aspect comme ça, lisse. Vous voyez? C'est pas comme étaler du houmous. Ouais? Pour ceux qui connaissent bien le houmous en Israël, c'est comme ça. On met un bloc de houmous, on prend une assiette et on étale bien le houmous sur l'assiette pour que ça soit beau, pour que ça soit bien lisse et fin comme ça. Plus on étale, plus c'est beau. Là, c'est comme la purée. Là, la c'est moutarde. Celui qui va être mahmir, va être mahmir. Mais prendre une tranche de pain et mettre du houmous sur le pain, mon but, c'est pas d'avoir un aspect de houmous plus fin et plus beau et plus... Non, mon truc, c'est de d'étaler sur la marmite, sur la tranche. D'accord? Donc là, dans tous les cas de figure, même khumra, il n'y a pas et c'est moutarde. Voilà. Ça, c'est en gros la melechat de Memachek. Il y a un gros point très important qu'on n'a pas vu, c'est tout ce qui est lié aux pommades. D'accord? Pommade, crème, tout ce qui est crème, pommade, on va voir Bezrat Hashem la semaine prochaine et on clôturera le dîme de Memachek. Il y a des questions sur cette melacha? C'est bon? Ça va. On va passer à la melacha d'après. Oui, ça va, merci. Mesartet. C'est quoi mesartet? Des traits. Faire des traits. Donc c'est quoi la melacha? On a dit, il y a la peau. La peau comme elle est, d'accord, on l'a bien travaillée, ensuite on l'a bien poncée comme il faut, elle est nette. Maintenant il faut la couper. Avant de la plonger dans la couleur, on va la mettre sur le mishkan. Donc il faut qu'elle ait les dimensions exactes du mishkan. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut la découper bien. C'est sûr que les pourtours et les rabords, ils vont être pas du tout, ça va pas être net, ça va pas être égal. Donc qu'est-ce qu'on fait? Avant de couper, on fait un trait. Ça s'appelle mesartet. Il y avait un autre dans le mishkan. D'accord? Sartet, c'est en français, c'est faire des traits, tracer. Tracer sur la peau. Il y avait un autre endroit au mishkan où on faisait ça. Ça, on va voir par la suite, on va étudier la melacha d'écrire. C'est la melacha qui vient après. Écrire et effacer. D'accord? Écrire pendant Shabbat, c'est une des 39 melachot. Où c'est que c'était au Mishkan? Où c'est qu'on écrivait dans la construction du Mishkan? Alors, dans la construction du Mishkan, il y avait des poteaux là-bas. D'accord? Là, on a parlé des pots, mais les pots, ils étaient dressés sur des poteaux. Donc il y avait un poteau, un à la suite de l'autre, un. Maintenant, chaque fois qu'il démontait le Mishkan et qu'il remontait, chaque poteau, il était exactement à sa place, un à côté de l'autre. Comment on fait pour savoir, pour ne pas se tromper? Il y avait des numéros. Chaque poteau, il était numéroté. 1, 2, 3, Aleph, Bet, Gimel. D'accord? Donc on écrivait. Puisqu'on avait besoin d'écrire sur les poteaux pour se rappeler l'ordre de chaque poteau où est-ce qu'il était. Donc, écrire, c'est une des 39 melachot. Maintenant, avant d'écrire, pour que l'écriture elle soit nette et droite, qu'est-ce qu'on faisait? Un trait. D'accord? Comme dans les pages de cahier où il y a des traits. Pourquoi on fait des traits dans les pages de cahier? Pour écrire bien. D'accord? Donc tout trait qui est fait, ou pour pouvoir écrire dans le Sefer Torah, il y a des lignes. Ça c'est une halakha. Si un Sefer Torah, il n'y a pas de ligne, c'est pas soul. Pourquoi ça? C'est pour aider après au sofer, pour qu'il puisse écrire droit. Pour que le Sefer Torah il sorte nickel, droit, des lignes droites. Qu'est-ce qui aide le sofer à faire des lignes droites et pas des lignes qui montent, qui descendent? Les traits qu'on fait sur le clave du Sefer Torah. Donc ça aussi, quelqu'un qui fait ses traits pendant Shabbat, c'est un interdit de la Torah, c'est mesartet. D'accord?
Donc des traits qui sont faits. Donc c'est quoi la melacha de sirtout? C'est un trait qui a été fait avec pour but de faire quelque chose derrière. C'est-à-dire couper ou bien écrire. C'est clair? Ça c'est la définition de Mesartet. Donc, où c'est qu'on peut trouver, c'est une melacha très, très courte, ça, on va bientôt terminer, mais qu'est-ce qu'on peut trouver comme quelque chose de classique là-dessus pendant Shabbat? Et alors regardez, j'ai vu dans un sefer un Acharon qui dit quelque chose de Manian Miod. Quelqu'un qui est en train de lire on va dire un petit feuillet intéressant, un petit Dvar Torah comme ça qui sont distribués dans des feuillets comme ça, d'accord? Une petite feuille volante. Il y a un Dvar Torah, il a trouvé quelque chose d'intéressant en bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit ça, il faudrait qu'après Shabbat, je découpe ce petit Dvar Torah qui se trouve en bas de la feuille. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il plie la feuille, il fait une pliure dans la feuille, et, d'accord, oui, il plie comme ça la feuille, une sur l'autre, avec l'intention, après Shabbat, parce que Shabbat, il ne veut pas couper la feuille, avec l'intention, après Shabbat, de couper ce petit carré de feuille pour garder. Vous comprenez le cas? On peut plier pour Shabbat? Justement, quelqu'un, il reprend le cas. Il y a une feuille. En bas de la feuille, il a trouvé quelque chose d'intéressant à lire. Bon, donc le haut de la feuille, ça n'intéresse pas, le bas de la feuille. Qu'est-ce qu'on fait en jour de semaine? On plie, et après on coupe. D'accord? Il n'y a pas de pointillé pour détacher, comme dans les notes, les factures. Il y a toujours des petits pointillés pour après déchirer. Il n'y a pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique, on plie, et après on déchire. Donc déchirer, il ne peut pas pendant Shabbat. Il veut garder ce petit papier. Qu'est-ce qu'il fait? Il plie. Mais il n'a pas le droit, parce qu'il a l'intention du travail qu'après Shabbat. Voilà. Donc ce pli-là, c'est interdit à cause de mes sartètes. Pourquoi? Parce que cette pliure que je fais, c'est en fait comme si j'avais pris un ustensile et fait un trait sur la feuille. C'est comme quand je prends de la peau et je fais un trait sur la peau. Le trait que je fais sur la peau, et il reste sur la peau, il reste bien gravé dans la peau, ça se grave dans la peau. Pour pouvoir après savoir où je coupe. Donc là c'est pareil, il y a une feuille. Je plie, et en pliant, je vais savoir exactement où après déchirer la feuille. Vous comprenez? Ça c'est interdit de Mesartet. Parce que quand je plie, il y a un sirtout qui se forme, il y a une ligne qui se forme avec la pliure. Maintenant, si quelqu'un lit un livre intéressant, et à une page il voit là-bas une belle histoire qu'il veut se rappeler. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il corne le haut de la page. Il a le droit ou pas? Pendant Shabbat? Pendant Shabbat, ouais. Quelqu'un il a préparé un chiour pendant Shabbat, il veut ouvrir, il ne veut pas perdre la page, il ouvre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une petite cornure au-dessus, en haut. Ouais. Possible, je pense. C'est interdit de Chachamim. Parce qu'il n'avait pas l'intention de faire ça pendant Shabbat, couper la feuille, comme l'autre fois faire une feuille. Très bien. Il voulait juste mettre un repère pour continuer son histoire. Très bien, c'est juste un repère. Donc si c'est un repère, c'est pas fait pour après découper. Rappelez-vous la définition. La définition, c'est faire un trait pour pouvoir après découper ou pour pouvoir écrire dessus. Là, c'est ni pour pouvoir écrire dessus, ni pour pouvoir découper. Donc, c'est pas du tout la melacha. Et puisque ça ne ressemble pas du tout à la melacha, c'est permis. C'est moutar. Ah, c'est permis. C'est moutar. Un autre exemple. Quelqu'un qui a une feuille. D'accord? Il a une feuille pendant Shabbat, une feuille de Dvar Torah qu'il a pris du Bet Knesset. Il veut la mettre dans sa poche maintenant. Donc, il la plie en 4. Non, ça, Il la plie. Pourquoi c'est interdit? parce qu'il a plié déjà, l'intention de plier, c'est interdit aussi de la transporter, de la... Ah, je parle pas qu'il a, je parle qu'il est en Israël, ou je parle qu'il est, il sort pas de chez lui. Il peut porter, donc, il peut porter Dans un endroit, il peut porter, par exemple chez lui. en Israël. Oui, il peut porter en Israël, ça dépend des endroits. Ouais. Je rentre pas dans le problème de porter. Il sort pas de chez lui. Il sort pas de chez lui. Il a une feuille, il veut la plier en 4 et la mettre dans sa poche. Mais c'est interdit, non? Je suppose. Pourquoi c'est interdit? Déjà parce qu'il a plié en 4 et puis il l'a mis dans sa poche. Quel est le problème? Quel est le problème de plier en 4? Mais la pliure, c'est pas pour faire des traits. Il va pas la déchirer en 4. Il va pas la faire. D'après ce que je... Enfin,
Je pense que si on plie maladroitement, c'est-à-dire sans réfléchir, si on la plie comme n'importe comment, là oui, on a le droit. Mais quand c'est bien plié, tout ça, je pense que... Je sais pas. Quel est le problème? Non mais, quel est le problème? Encore une fois, on redéfinit la mélacha. La mélacha, c'est de faire un trait, un tracé, avec un intérêt précis. Il faut que toute l'importance du tracé, elle est dans ce que je vais faire après. S'il n'y a pas ce qu'on va faire après, ça perd toute son importance et ça n'a pas de mélacha. Mais quand on plie en 4, c'est précis? Même si c'est précis, mais qu'est-ce que je veux faire avec ce trait-là qui a été fait en pliant? Qu'est-ce que je fais avec? Rien. À four, ça abîme la feuille. J'aurais préféré la mettre en entier dans ma poche. Mais je ne peux pas. C'est pas pratique, donc je la plie. Mais ça abîme la feuille. Qu'est-ce que je fais avec ce trait de pliure? Rien du tout. À part que ça m'embête parce que ma feuille elle est plus abîmée. Je fais rien derrière. Ni j'écris sur le trait, ni je déchire. Donc c'est comme faire la petite corne, exactement pareil. C'est moutard. D'accord, c'est moutard. D'accord, toute la mélacha. Encore ici, maintenant on revient avec les aliments. Quelqu'un qui a une orange pendant Shabbat et il veut faire pré-découper. C'est dans les oranges pour que ça soit facile à éplucher. Et on fait des traits. On fait des traits comme ça dans l'orange. J'ai le droit ou pas? C'est déjà fait, oui. Oui, c'est la manche de suite, oui. C'est prédécoupé, oui. C'est possible. Puisqu'il va la manger de suite. Non, je ne parle pas de borer encore. Je ne parle pas maintenant d'éplucher. Éplucher, on a parlé tout à l'heure. Je parle maintenant de préparer les traits sur le pot d'orange pour pouvoir l'éplucher. Deuxième exemple, un gâteau. Il y a un gâteau d'anniversaire. Il y a 30 personnes dans l'anniversaire le jour du Shabbat. Donc maintenant, il ne faut pas qu'il y ait de bagarre avec le gâteau d'anniversaire. Je fais 30 traits comme ça, pour qu'il y ait 30 parts égales. Donc je suis mis sa tête sur le gâteau. Je fais un cirtout. Ouais. Alors on va faire des traits très droits, tout, quand on fait des traits avec le couteau sur l'orange, ça fait des quartiers bien droits. Voilà. C'est comme ça, c'est des traits. C'est très petit. Alors là, pareil, la logique, la lavalée, c'est moutard. En mechatech beochalim. Pourquoi c'est moutard? Même logique. Quand je prends une peau et je fais des traits dessus, après je vais prendre cette peau et je vais la couper. Quand je prends un claf et je fais des traits pour écrire, après je vais écrire derrière. Mais lorsque j'ai une peau d'orange et que je fais des traits, c'est pour l'éplucher direct. Qu'est-ce que je fais après avec ce trait qui a été fait? Je sais pas pourquoi. On fait rien, on mange. Ouais. D'accord? Donc puisque après on mange, donc il n'y a pas d'étape qui vient après. Encore une fois, c'est la même logique. C'est pas une étape, le clap du Sefer Torah qui est tracé, après il y a le sofer qui vient derrière qui écrit le Sefer Torah. Donc là c'est une étape rachouva. Sans ça, le sofer il aurait fait des lignes tout tordues. Pareil un cahier. S'il n'y a pas de feuille et qu'on a un cahier, une feuille blanche, on ne peut pas écrire un texte droit nickel. Donc c'est fait pour après faire quelque chose d'important. Mais là, il n'y a rien qui se passe. Le gâteau, qu'est-ce qu'on fait? On coupe, on mange. Il n'y a rien qui se passe après avec ce trait qui a été fait. Donc c'est très loin de la mélacha. Ça ne ressemble même pas du tout à la mélacha. Il n'y a pas de mélacha. Donc il n'y a même pas un issur de Rabbanan. Et c'est moutard de faire toutes sortes de simounim comme ça sur les aliments. Bien sûr, je parle faire que des traits, pas écrire. Écrire, faire des... Là, c'est autre chose. On va y arriver quand on étudiera la mélacha d'écrire. Ça, c'est assourd. On ne peut pas écrire sur un aliment. Parce que là, c'est déjà quelque chose de final. Bon, là, c'est un message clair dessus, c'est assourd. Mais là, c'est juste prédécoupé. Prédécoupé sur un aliment, ça n'a rien à voir avec prédécoupé sur un objet ou sur des choses qu'on va faire des jours. Ça, c'était la mélacha de Messartet. Messartet. Dernière mélacha qui nous reste. Donc là, on va s'arrêter là aujourd'hui. C'est la dernière mélacha. On va voir la semaine prochaine. Mechater. C'est coupé. D'accord? Mechater, c'est découpé. Donc là, on va voir dans le Mishkan. Donc, ce qu'on faisait au Mishkan. Au Mishkan, il y avait une peau. D'accord? Il y avait des midot, exactement des mesures de longueur, de largeur.
Et donc il fallait faire exactement selon la longueur et selon la largeur, il fallait découper exactement selon les mesures. Donc ce qu'il faut expliquer dans cette mélacha, c'est quelle différence entre ça et coréa. Il y avait une autre mélacha qu'on a étudiée il y a quelques mois, mais les chètes coréens. Vous vous rappelez, coréen et tofer. Coudre et déchirer. Quand je coupe, je déchire aussi. C'est en fait déchirer. L'action de couper la peau sur les côtés et de bien la rendre bien, c'est en fait déchirer la peau. Donc il faut expliquer quelle différence il y a entre la mélacha de coréa et la mélacha de mechater. On va expliquer ça la semaine prochaine, quelle est la différence. On va donner encore quelques exemples. Et voilà, exemple par exemple, pour vous terminer comme ça, pour un exemple que la Gemara elle donne sur les trois mélachot en même temps. À l'époque, on écrivait avec des plumes. D'accord? Donc, dans fabriquer une plume, il y a les trois mélachot qu'on vient de voir aujourd'hui. Arracher la plume du poulet. Quelle mélacha c'est? Arracher la plume du poulet. Non. C'est comme tondre la laine d'un mouton. C'est gozez. D'accord? La plume, elle est incorporée dans la peau. Je la tire de la peau, je la sors de sa source vitale. C'est gozez. Bien fait. Après, qu'est-ce qu'on fait tout de suite dès que la plume a été arrachée? Si on veut utiliser cette plume pour écrire un mot, qu'est-ce qu'on fait avec cette plume? On travaille le bout de la plume. On ponce, parce qu'il y a des saletés, il y a l'endroit où ça a été touché dans la poule, dans l'oie. Il y a des saletés. Qu'est-ce qu'on fait? Pour la rendre bien nette, on frotte. Et le bout de la plume, il devient lisse et clair et net. Ça, c'est quel mélacha? Est-ce qu'on vient de voir là? Memachek. Voilà. Après, on fait une taille, on taille la plume. Il y a des fois des plumes qui sont énormes, des plumes qui sont trop petites, il faut qu'il y ait la taille exacte. Donc dès qu'on prend la taille exacte de la plume que je veux, je la coupe. Ça c'est mechater. D'accord? 3 mélachot pour fabriquer une plume. Gozez, memachek, bien frotter, il y a les saletés là-bas, on enlève les peaux. C'est pas seulement la peau, c'est même la plume elle-même, pour qu'elle soit nickel, bien nette, précise. Et après il y a memachek, après il y a mechater. Mechater, c'est selon la taille de la plume que je veux. J'ai une plume de 5 cm, j'ai une plume de 10 cm. Selon la mesure que je veux, je découpe des diouk selon la mesure. Ça c'est la mélacha de mechater. Donc ça on va voir besoin d'attacher la semaine prochaine. On verra aussi la pommade qui est cachée la mélacha de memachek, et on clôturera tout ce dernier groupe de mélachot.